tant souhaité est enfin arrivé. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Chez nous dit bien, la vie d'un homme ne dépend pas de sa longueur, mais elle dépend de sa profondeur. Cette édition de l'ADN de l'histoire, nous avons une histoire, celle justement d'un homme qui est valable aujourd'hui, qui devient un fait historique de par sa profondeur. L'ADN de l'histoire, bienvenue. Indépendance, En vertu du droit des peuples à disposer des mers, de ce moment et à jamais notre État libre et indépendant. C'est par la lutte qu'il a été conquis. La patrie ou la mort. En Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains. Au table ronde, Tata va gagner. On dit pas Tata, Manger du tapioca un jour, ça ne fait pas un fait historique. Mais manger du tapioca le même jour, pendant 10 ans, ça fait un fait historique. Et justement, aujourd'hui, nous avons un fait historique. Un fait historique, c'est quoi? Recevoir 19 coups de couteau, c'est un fait historique. Et 10 ans après, être toujours sur ses deux pieds et encore bien vivant, plus que vous et moi, c'est un fait historique. Et justement, l'invité de l'ADN de l'histoire pour cette édition, eh bien, Giro Tartenson. Bienvenue et surtout merci de la disponibilité. Bonsoir à vous. Voilà. Il a choisi de venir à l'ADN de l'histoire. Et sûrement, vous êtes nombreux à nous écouter de par le monde. On aurait dû faire ce soir, dans cette édition, Secret de vie. Mais seulement, en lieu et place de Secret de vie, nous reviendrons dans Secret de vie, probablement prochainement. Nous n'avons pas fait Secret de vie à cause des soucis indépendant de notre volonté. Alors, dans l'ADN de l'histoire, aujourd'hui, nous recevons Giro. Giro qui a eu 10 coups de couteau. Et tout ça va d'une situation. C'est pas moi qui vais vous la raconter. C'est lui-même qui va nous raconter. C'est 19, j'allais dire, coups de couteau qui sont aujourd'hui un fait historique. Parce que c'est ce que l'histoire retient. Et ADN de l'histoire n'est pas la seule à avoir retenu cette histoire. Elle est passée dans plusieurs journaux. Et voilà pourquoi il est là aujourd'hui, pour qu'on puisse bien en parler et que vous, téléspectateurs, vous puissiez dire également qu'est-ce que vous en pensez. Alors, Giro, j'allais demander, ça fait combien d'années aujourd'hui que la scène ou alors le drame est sur Ça fait 14 ans. 14 ans. 14 ans. C'était en 2004. En 2018, ouais, ça fait 14 ans. 14 ans. Donc 14 ans après. Ouais, 14 ans après, vous êtes bien vivant. Toujours là, pleine santé, toujours là. Mais ça a été très très dur, ça a été un combat d'une vie, quoi. Ah oui. C'était mon combat, quoi. Tout à fait, un combat. Et justement, comment est-ce qu'il commence ce combat? Qu'est-ce qui s'est passé au juste avant que ça n'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était tout simplement une mésentente avec mon ex-concubine. Ça se passait très mal au niveau de la garde de l'enfant. J'avais des difficultés à récupérer ma fille et puis un jour son petit copain a craqué en refusant de me la donner, quoi. Donc il s'est saisi d'un couteau et puis en allant chercher ma fille et qu'ils n'ont pas voulu me donner d'ailleurs, ils m'ont carrément massacré, m'ont laissé pour mort dans un local à poubelle aux Ulysses en banlieue parisienne en fait, en France. Ouais. Et comment vous en êtes sorti? Puisqu'ils vous ont laissé à la poubelle? Alors ensuite, comment ça s'est passé? C'est très simple, c'est que vu que j'avais d'énormes blessures, donc il a fallu qu'on prenne en charge assez rapidement. Donc j'ai été à l'hôpital pendant 2 mois. Et le souci, c'est que comme j'étais à l'hôpital pendant 2 mois, mes agresseurs pendant ce temps-là se sont mis, après l'agression, se sont mis 2 petits coups sur la cuisse pour faire croire à une légitime défense. Qui n'était pas du tout... Oui, parce que dans les journaux, on l'a lu que vous avez riposté et que vous étiez même le premier à donner les coups. C'est ça, mais ça c'est faux. C'est avéré faux en fait par l'enquête. Donc ils m'ont poignardé et laissé pour mort. Et comme moi, j'ai pas pu me défendre, vu que j'étais à l'hôpital dans un état très grave, puisque j'ai fait 1 semaine de coma. Et donc pendant ce temps-là, mes agresseurs, on les a écoutés. On les a chouchoutés. On a pris leur plainte en premier. Donc c'était eux en fait les victimes. Les coupables étaient les victimes et moi là j'étais l'agresseur. La victime était l'agresseur. Donc c'était un petit peu le monde à l'envers dès le début. Ça s'est passé comme ça. L'enquête était mal orientée dès le départ. Comme je pouvais pas me défendre vu que j'avais des blessures quand même relativement graves, j'ai eu 4 opérations. J'ai été opéré pendant 10 heures,
transfusé 10 litres de sang, c'est-à-dire 2 fois le Oui, la contenance du corps. Oui. C'est 5 litres, moi c'était 10 litres. Donc pendant toutes ces semaines de soins, j'ai pas pu me défendre en fait. Donc c'est à ma sortie, c'est à l'hôpital que j'ai eu 2 policiers qui sont arrivés me voir pour me dire que vous êtes mis en examen, vous êtes accusé d'avoir poignardé votre ex-femme avec son petit copain. Et moi tout étonné, je me suis dit mais ça c'est pas possible. Moi j'étais chercher ma fille, j'avais pas d'arme, tout ce que je voulais c'était récupérer mon enfant et puis partir quoi. Et moi je leur ai tout de suite expliqué que je pense qu'il s'était automutilé. Tout de suite j'ai été sur la piste de l'automutilation. Et donc après il a fallu démontrer par A plus B comment ça s'est passé. Donc il y a eu une enquête, il y a eu des expertises. Et en fait ça s'est avéré qu'il n'y avait pas mes empreintes sur l'arme. Et il y avait un témoin. Donc il y avait un témoin éventuellement. Donc ça a permis un petit peu, après ça a ralenti un peu l'enquête. Donc ils ne savaient plus qui était qui avait fait quoi dans l'histoire. Parce que moi d'un côté j'avais des blessures qui étaient très graves. Et eux ils avaient pratiquement rien. C'était des blessures superficielles. Donc à ma sortie de l'hôpital, j'ai été entendu par la police. Et j'étais pas trop écouté. Malheureusement, parce que pendant 2 mois, j'étais à l'hôpital. Oui. Et mon ex-femme, pendant ce temps-là, elle s'est plainte de moi. En disant qu'elle était battue, qu'elle avait des problèmes avec moi, etc. Donc, j'ai pas pu bien me défendre. Donc, ça fait que l'enquête est mal partie, dès le début. Donc, j'ai été mis en examen. En avril 2004, pendant une dizaine d'années. Et mes agresseurs aussi, parce qu'en même temps, après, moi, à ma sortie de l'hôpital, j'ai porté plainte. Je ne pouvais pas rester comme ça, vu les blessures que j'ai eues. Donc, en fait, pour énumérer, j'ai eu une éventration du ventre, j'ai eu 2 coups de couteau dans la gorge, j'en ai eu 4 dans le crâne, j'en ai un au niveau du cœur, j'ai eu les bras, j'ai eu la main qui a été coupée aussi, le poumon qui a été perforé, les coudes, enfin voilà, j'ai eu plein de blessures d'autodéfense. Donc, j'ai porté plainte avec mon avocat pour tentative d'homicide. Oui. Mais je sentais bien que la police française voulait pas m'écouter. Pour eux, j'étais l'agresseur. Alors pourquoi, je sais pas, parce qu'en fait, ceux qui m'ont agressé n'avaient pas d'antécédents. C'était des gens de bonne famille, et moi, je paraissais éventuellement comme quelqu'un plutôt, agressif, on va dire ça comme ça. Oui. Parce que je porte des tatouages, enfin je sais pas trop quoi. J'étais le coupable parfait par rapport à eux. Donc il a fallu se battre avec mon avocat pendant des années pour essayer de s'en sortir. C'était très très long. Donc il y a eu des expertises, il y a eu plein d'expertises. Et tout ça va du fait quand vous vouliez juste voir votre fille ? Tout à fait. Et pourquoi elle est refusée je sais pas, que vous puissiez voir votre fille. Il y a eu un problème par rapport à votre fille, pourquoi refuser ? Alors le problème que j'avais avec mon ex-concubine, c'était le partage tout simplement, quoi. Je pense qu'elle estimait que c'était à elle, c'était son enfant et qu'elle ne voulait pas partager en fait. C'était ça le problème. Ok, d'accord. C'était ça le problème. Comme nous avons dit à un début du ADN de l'histoire, c'est toute une histoire, mais c'est un fait historique. Vous avez rappelé, c'était 19 coups de couteau. Tout à fait. Détaillé comment ? Alors en fait, le rapport du médecin légiste, il faisait 20 pages pour énumérer toutes les opérations. J'ai eu 4 opérations, j'ai eu la main qui a été coupée en morceaux. Donc les doigts partaient comme ça, donc le poumon perforé, donc j'ai eu beaucoup de soucis, quoi. Et le cœur, au niveau du cœur. En fait, le cœur est ici. Ah oui. Et en fait, là, il y a 2 veines caves qui passent comme ça s'appelle l'oreillette. Et l'agresseur a frappé entre les deux. Il aurait voulu le faire exprès, il n'aurait pas réussi. Ok, d'accord. Vous avez l'adresse, je veux dire, le numéro qui s'affiche là. Vous pouvez donner votre point de vue d'humain, vos contributions, poser des questions, n'est-ce pas? Giro sera là, bien sûr, pour les répondre. Et j'ai bien dit, en début de ce programme, la vie d'un homme ne dépend pas de sa longueur, mais de sa profondeur. Et vous le verrez que cela, c'est un fait historique. Et nous sommes dans l'ADN de l'histoire. Et l'histoire aura retenu. L'histoire aura retenu, ça fait 14 ans que cette scène a eu lieu. Et justement, 14 ans de lenteur, judiciaire, ou alors, comment vous le voyez aujourd'hui? C'est-à-dire... Alors, attention, ça a été jugé en 2013. Hein. C'était 2013, oui, 2013. Donc là, ça fait 5 ans que je suis libre complètement. Là, je suis un homme libre. Donc, comment je le vis aujourd'hui? J'en profite. J'en profite à fond parce que c'est vrai que ça a été un combat très dur pendant ces 10 années. Ça a été la dépression, je dormais mal, j'ai eu un début d'alcoolisme, j'ai eu beaucoup de problèmes. C'était très dur.
Et vous l'avez vécu comment? C'est-à-dire, vous avez 19 coups de couteau. Après, vous vous relevez et vous vous rendez compte que c'est vous qui êtes l'accusé. Tout à fait, tout à fait. Vous l'avez vécu comment? Très mal. Très mal, parce que déjà, l'injustice, déjà, je ne supporte pas l'injustice. Mais ce qui m'a fait très mal, c'est de ne pas me sentir écouté. Voilà, avec la justice, on a beau dire, j'ai rien fait, j'ai allé chercher ma fille, je sortais du travail, j'étais pas armé, c'est pas moi, rien à faire. Il n'y avait pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup à la magistrature française, aux magistrats qui ne m'ont pas écouté. Donc ils ont fait des expertises, plus des expertises, et à la fin ils ont bien reconnu, ils se sont rendus compte qu'effectivement il n'y avait pas de preuves, il n'y avait rien, tout simplement parce que j'étais innocent. Et après avoir été innocenté, après qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des dommages et intérêts. Oui. Alors il y a eu, mais c'est très bas en proportion de ce que j'ai vécu pendant 10 ans, quoi. Voilà, c'est très bas. Hein. C'est sur une fourchette, je vais le dire, je peux le dire, je vais prendre 80 000 euros. C'est très bas par rapport à ce que... Et aujourd'hui, est-ce que vous avez pu revoir votre fille? Alors voilà, le problème c'est que pendant cette mise en examen, mes droits de père ont été mis sous réserve. C'est-à-dire que j'avais pas le droit de m'approcher de ma fille. Mais pendant ce temps-là, ma fille était avec mon assassin. C'est-à-dire que le gars qui essayait de me tuer, elle vivait avec. Et eux étaient mis en examen également. Mais le problème, c'est que on aurait dû être séparés. C'est-à-dire que tous les trois, ma fille n'aurait pas dû rester avec eux. Et elle est restée avec eux, c'est ça le problème. C'est que maintenant, ma fille, elle était manipulée aussi pendant toutes ces années, pendant les 10 ans. Et aujourd'hui, le contact est très difficile avec ma fille. Très difficile, parce que le lien a été coupé, en fait. Elle avait 5 ans au moment des faits, aujourd'hui, elle a 20 ans. Et c'est très difficile pour lui parler, pour lui expliquer que je suis innocent, que... Et vous avez essayé? Oui, j'ai essayé, bien sûr. Ok, d'accord. Voilà, donc, je l'ai dit, vous avez le contact. Vous pouvez donc également nous envoyer votre SMS. Nous sommes dans l'ADN de l'histoire. Et dans l'ADN de l'histoire également, au-delà de l'histoire de Giraud, bien sûr, 19 coups de couteau. Et il est là comme un miraculeux, c'est ce qu'on dit? Miraculeux, il faut vous dire coup de chapeau, parce que recevoir 19 coups de couteau et être encore là, vous venez d'un long voyage. J'ai beaucoup de chance, ça j'en ai conscience. Ok, d'accord. Alors, il y a un autre homme, et lui c'est un historien également, qui lui disait, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Et lui c'est Amadou Hampâté-Bâ. Je nous propose de marquer un temps d'arrêt et de prendre ce mini-portrait d'Amadou Hampâté-Bâ et on se retrouve tout de suite. Sa andi a andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Sa anda a andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Amadou est un nom tout doux, d'une consonance magique à la lignée prophétique. Un nom de réconfort qui ronronne fort. Amadou Hampâté-Bâ était une chance. J'allais dire une calebasse. Au fil de l'eau claire ou sur le chemin du calvaire, chacun peut y boire avec beaucoup de gloire. Amadou Hampâté-Bâ est l'auteur africain le plus souvent cité pour sa phrase « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Il est né en 1901 au Mali, à Bandiagara, et il est mort en 1991. Disciple de Tierno Bokar, il a consacré sa vie à sauver de l'oubli les trésors de la tradition orale du monde Peul. Son œuvre écrite est considérable, son activité inlassable. D'importantes responsabilités lui ont été confiées dans l'administration, dans la diplomatie de son pays, à l'UNESCO. Il est pour l'Afrique noire le gardien de la mémoire, de la tradition orale qu'il a bien souvent couché sur papier et est devenu de ce fait le défenseur vigilant d'une civilisation si longtemps méconnue. Né avec ce siècle à Bandiagara, au pied des falaises du pays de Gone, mort en 1991 à Abidjan, Amadou Hampâté-Bâ, historien, écrivain, conteur, poète, penseur, frère des hommes, est surtout connu en France pour la lutte qu'il mena à l'UNESCO de 1962 à 1970 en faveur de la réhabilitation des traditions orales africaines en tant que source authentique de connaissances et partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité. Amadou était un vieillard comparable à une bibliothèque aux mille et une merveilles. L'homme a marqué son temps en ouvrant cette porte
la merveilleuse, la sublime. La grande porte ouverte par Ampateba est cette porte de sagesse, plus riche qu'une bibliothèque. Amadou Ampateba, c'est donc le célèbre de la pensée. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Une façon d'inviter les uns et les autres à beaucoup plus s'accrocher aux vieillards, prendre de plus en plus d'informations, parce que lorsqu'ils sont partis, c'est toute une bibliothèque qui est également partie. Alors, Giro, dans les journaux, comme celui que nous avons là en face de nous, il est dit que la lame avec laquelle vous avez été, poignardé, oui, faisait 18,5 cm. Vous avez ressenti cette lame comment quand elle fout? Au début, c'est... En fait, le corps, il est composé c'est une coupure, comme une coupure d'électricité, en fait. Le premier coup qui m'a frappé, c'est dans la gorge, donc j'ai ressenti comme une coupure d'électricité, c'est-à-dire que j'ai complètement déconnecté, donc j'ai perdu l'usage de mon bras gauche, et après, en fait, plus rien. Après, plus rien, parce que... je sais pas, la peur, le froid, je sais pas, Voilà. Ça a été vite. Oui. Aujourd'hui, le tribunal a pris beaucoup de temps pour établir la vérité. Et pendant tout ce temps, c'est tout un grand moment, une grande période de la vie qui est allée en fumée comme cela. Alors, avec un peu de recul, quelques temps après, cette partie de la vie, vous l'imaginez comment et aujourd'hui, c'est-à-dire comment vous voyez la situation? J'essaye d'être positif, maintenant c'est du passé, j'ai été jugé, j'étais innocenté, maintenant j'essaie d'aller de l'avant. Donc là j'ai trouvé une chérie au Cameroun, alors c'est pour ça que je suis dans votre beau pays. Tout à fait, c'est un très beau pays en plus. Et je vais de l'avant, j'essaie de rester positif et je me dis que, ça m'est arrivé, c'est comme ça, c'est mon destin. Je reste positif, c'est plus important pour moi. Et maintenant, quel est le ressentiment que vous avez par rapport peut-être à ces deux autres? C'est-à-dire celui qui vous a poignardé. Je leur en veux pas trop en fait, je suis plus en colère après la justice. Parce que je pense qu'ils savaient que j'étais innocent dès le début. Et ils ont laissé traîner, ils m'ont laissé pourrir comme ça, on va dire, la situation. J'en veux plus à la justice qu'à mes agresseurs en fait. Parce que le problème dans l'histoire, c'est qu'il y avait un enfant. J'allais chercher ma fille et on m'a coupé, on m'a enlevé ces 10 ans. C'est 10 ans de ma vie qu'on m'a pris auprès de ma fille. Et ça fait mal, ouais. Ça fait très mal. Plus mal encore que les coups que j'ai reçus. Tout à fait. La justice, oui, vous en voulez à la justice et on dit parfois mieux vaut tard que jamais. Vous prenez aussi cette logique? Oui, je me dis oui, je préfère avoir été innocenté mieux vaut tard que jamais, mais c'est sûr que je suis quand même en colère par rapport à la lenteur. Oui, je reste quand même en colère. C'est sûr. Alors, merci à tous ceux qui tentent de nous joindre là par téléphone, c'est-à-dire à l'appel. Maintenant, nous ne prenons pas d'appel, uniquement des SMS. Et à partir de ces SMS, vous pouvez poser vos questions et peut-être envoyer vos contributions, mais pas d'appel direct. Pas d'appel direct. Nous prenons uniquement des SMS. Voilà, c'est un téléspectateur qui nous demande 10 ans de vie perdue à cause de quoi? Justement, nous en parlons depuis le début de cette édition, peut-être parce que vous ne nous écoutez pas trop. Alors, en résumé, il pose 10 ans de vie perdue à cause de quoi? À cause d'un homme qui a pété un plomb et qui n'a pas su dire les choses. Je pense qu'il était amoureux de mon ex. Et après, parce que moi je sais que quand il a essayé de me poignarder, il a dit: à cause de toi, je peux pas avoir d'enfant avec mon ex. Moi je l'ai regardé, j'ai dit: écoute, ça me regarde pas, moi ça fait 4 ans qu'on était séparés, c'est à vous de voir quoi. Donc est-ce que mon ex est encore amoureuse de moi? On ne sait pas. Parce qu'en fait le tribunal, le jugement n'a rien apporté, parce mes agresseurs ont baissé la tête, et je les ai trouvés, ça manquait d'explications. Ah ouais. Voilà, moi non plus, j'ai pas eu les explications que j'aurais souhaité. Et il y a quelqu'un qui nous dit là, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Voilà, tout à fait vrai, tout à fait. Tout à fait, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Et justement, c'est une dame, selon qu'on lit là, c'est une dame qui vous a secouru quand ils vous ont laissé pour mort. Alors vous avez revu, je vais dire, cette dame? Oui, oui, on est resté amis, oui. Ouais, ça l'a beaucoup choqué parce que vu les blessures que j'avais,
Et j'ai perdu beaucoup de sang. Donc les motards ont été chercher beaucoup de sang et c'est elle qui m'a maintenu les pieds en l'air, etc., qui a fait les positions latérales de sécurité, qui a fait les premiers soins, mais ça l'a beaucoup choqué parce que ça avait peur vraiment que je parte, quoi. Heureusement, vous n'êtes pas parti. Vous êtes bien parmi nous. Alors, comme vous le suivez donc, c'est l'histoire de Giro. Giro qui a donc été poignardé, c'est-à-dire 19 coups de couteau par le petit copain, c'est ça, de son ex. Tout à fait. Et voilà, qu'ils l'ont laissé pour mort. Mais grâce au secours, bien sûr, d'une autre dame et les soins à l'hôpital, il est de nouveau sur pied. Et il est au Cameroun, ce beau pays. Ça fait combien d'années? C'est la première fois que vous venez au Cameroun? Tout à fait, oui. Ah, ok. Et vous êtes subitement venu au Cameroun? Donc, quelque chose vous a poussé à venir au Cameroun, ça c'est évident. L'amour. Normal. On trouve de très belles choses en Afrique, surtout de très belles femmes. Tout à fait. Bon, j'ai dit en Afrique, au Cameroun particulièrement. Alors, nous marquons un autre temps d'arrêt et nous prenons les publications de Théophile Obinga. Théophile Obinga, c'est bien sûr un historien. Nous prenons les publications de Théophile Obinga et nous revenons pour ces quelques SMS de nos téléspectateurs. Pas d'appel en direct, mais uniquement des SMS. Théophile Obinga, ses publications. Théophile Mwene Nzale Obinga, né à Mbaya, République du Congo, le 2 février 1936, est égyptologue, linguiste et historien. Avec Cheikh Anta Diop, il défend une vision de l'histoire africaine recentrée sur les préoccupations des chercheurs et intellectuels africains soucieux de revisiter leur patrimoine, afrocentricité. Quelques-unes de ses parutions. Pour une nouvelle histoire, l'Égyptien pharaonique, une langue nègre africaine. Afrique centrale précoloniale. Sur le chemin des humains. Littérature traditionnelle de Mbonchi. La cuvette congolaise, les hommes et les structures. Stèle pour l'avenir. Et enfin, astre si longtemps. C'est donc Théophile, les publications de Théophile Nzale et Obinga. Alors, Giro, il y a un téléspectateur qui pose la question de savoir, après que la justice vous ait donné raison, pourquoi vous n'avez pas intenté un autre procès, c'est-à-dire parce que vous avez perdu 10 ans de votre vie? Je l'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai attaqué l'État pour faute lourde, mais c'est très très difficile pour attaquer l'État français, c'est très très difficile. Il faut vraiment avoir... Alors en fait, j'ai attaqué l'État pour faute lourde et j'ai perdu en première instance. Donc mon avocat m'a demandé 7 000 € pour faire appel et j'ai abandonné. Je me suis dit non, je vais pas redépenser de l'argent. J'aurais pu gagner, mais après ça devenait très cher en fait. Tout à fait. Ouais. Ok. Un autre téléspectateur, merci surtout de signer et de nous dire d'où est-ce que vous envoyez le SMS. Oh mon Dieu, il faut toujours le prier, car si tu es vivant aujourd'hui, c'est grâce à lui. Mon frère, sois fort et courageux. Merci, c'est un téléspectateur qui envoie ce message. Il y a un autre qui dit: où est l'homme en question actuellement? Alors, et la femme est aussi. Alors tout à fait, c'est une bonne question. Alors l'homme actuellement, il était condamné à 5 ans de prison. Il a fait 3 ans de sursis et 2 ans ferme. Mais le problème, c'est qu'ils lui ont mis un bracelet électronique. Il n'a pas fait une seule journée de prison en fait. Il n'a jamais été en prison. Je pense qu'en France, ils mettent un bracelet électronique. Ah, c'est-à-dire il est libre de circuler, mais c'est le bracelet électronique. Parce qu'il a une bonne situation, et puis il a fait un peu de cinéma au tribunal, et c'est quelqu'un de bonne famille, donc ils l'ont un peu allégé, on va dire ça comme ça. Concernant mon ex-concubine, en fait, elle habite là où l'agression a eu lieu, aux Ulysses, en banlieue parisienne, et elle est toujours avec ma fille. Donc elle habite à côté de là où j'étais agressé, quoi. Oui, oui. Ok, d'accord. Il y a un autre message, c'est probablement une dame, parce qu'elle a sûrement signé Brigitte. Elle dit, et pour la fille, il faut insister. Elle finira par comprendre. Parle de votre fille, il faut insister. Vous avez dit, vous avez commencé. Oui, donc il faut insister. Bonsoir, s'il vous plaît, quelle était la base de ce problème?
Alain depuis Douala. Je pense que vous avez parlé de la base, mais Alain n'a pas suivi la base du problème. D'où vient le problème? Oui. Le problème avec mon ex. Oui. C'était le partage de l'enfant. C'était ça, parce que c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué qu'on s'était séparés. Mais moi, je ne me suis pas séparé de ma fille, je me suis séparé d'elle. Oui. Mais elle avait du mal à le comprendre. Et à chaque fois, j'avais des problèmes pour récupérer ma fille. Elle faisait des mains courantes. Moi, j'ai fait des mains courantes aussi parce qu'elle ne voulait pas me la donner. C'est tout simplement. C'était plus à elle qu'à moi. Voilà. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui à cause de ce drame très néfaste passé? Le message est de Marcel Mbelek depuis Edea. Alors, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que j'aurais vraiment souhaité... à l'aide de plusieurs personnes comme moi qui ont été victimes d'erreurs judiciaires, essayer de réformer la justice française. Car on est très très en retard encore en France au niveau de la justice. Parfois, c'est vraiment, ils prennent des décisions qui sont incompréhensibles, qui sont pas adéquates à la situation, disparates. Oui. Là, je ne dis pas que c'est une information que vous donnez maintenant, mais on a toujours tendance à croire que quand un pays est développé, la justice l'est aussi. Mais comment est-ce que ça peut se faire pendant 10 ans et pas établir les causes réelles ou exactes et accuser à tort? Comment ça peut se faire? C'est ce qu'ils disent. Souvent, les magistrats disent qu'ils ont beaucoup de dossiers, qu'ils n'ont pas assez de moyens. C'est ce qu'ils disent. C'est pour ça que ça traîne. Il y a beaucoup d'affaires qui traînent parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas assez de moyens. Alors, voilà. Ok, d'accord. Et bien dommage alors. Alors nous prenons également ce téléspectateur. Il dit voilà, le temps de lire un autre arrive. Alors il dit beaucoup de courage et surtout soyez forts. N'arrêtez pas de prier car Dieu vous a sauvé. Ok, merci. D'accord. Bonsoir. Quelle que soit la situation, reprenez quand même une nouvelle vie, c'est l'essentiel. C'est Oumar qui nous écrit depuis Marois. Il dit de reprendre, et je pense que c'est ce que vous avez fait. Tout à fait, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, reprendre une nouvelle vie à zéro, et elle a plutôt l'air de mieux se porter cette nouvelle vie. Oui, ça va. Ça va. Ok, d'accord, on le ressent d'ailleurs sur vous, parce que ce n'est pas cette joie que vous procurez qui fait en sorte qu'après tout ce temps, au moins, l'espoir persiste et la vie continue. Tout à fait. Ok, d'accord. Alors, on prend notre message des téléspectateurs. Alors, comment avez-vous fait pour surmonter cette situation? Le message vient depuis Yaoundé. Alors, bon, Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun, ça vous le savez déjà. D'accord. Oui. Alors, au début, j'étais plein de colère, je dormais mal, et puis après, j'ai bien compris que c'est pas comme ça que je gagnerais. Ah ouais. Donc j'ai pris sur moi tout simplement, j'ai réfléchi, j'ai commencé à alerter la presse, à essayer de me battre à droite à gauche, j'ai écrit au garde des Sceaux, j'ai écrit au président de la République, c'était Sarkozy à l'époque je crois. Je me suis battu, je me suis dit j'arrête de subir, il faut que je me réveille, parce que sinon ça se passerait mal pour moi. Ça a été évident, ok d'accord. C'est important, parce que c'est cela également la vie. Alors, il y a donc un autre téléspectateur qui pose la question, il n'a pas signé, il dit « Depuis combien de temps est-il au Cameroun et que fait-il au Cameroun ?» On en a parlé, mais vous pouvez répondre, c'est la question. Alors, je suis au Cameroun depuis... Le téléspectateur est roi parce qu'il pose ces questions pour avoir des réponses. Il n'y a pas de souci. Donc, je suis au Cameroun depuis une vingtaine de jours pour voir ma chérie. D'accord, voilà donc la réponse. Vous... Alors, nous allons prendre notre message d'un téléspectateur. Il y en a beaucoup qui vous encouragent. Beaucoup de courage. La vie n'est pas facile. Avec cette épreuve, ça vous rend encore plus fort. Vous êtes plus fort aujourd'hui, Giro? Oui, certainement, oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Je confirme. C'est très important d'ailleurs, parce que vivre une situation pareille, ce n'est pas très évident. Alors, un autre message d'un téléspectateur. Il dit, alors vous dites, vous avez porté plainte contre l'État et vous avez abandonné. C'est question de moyens ou de volonté? Alors, c'est question que j'étais fatigué. C'était 15 ans après que j'ai porté plainte. Donc déjà, je voulais un petit peu décrocher l'histoire. Donc j'ai porté plainte et je pensais gagner, sincèrement, je pensais gagner ce procès. Je l'ai perdu, pourquoi? Mon avocat que j'ai choisi, parce que là, c'est une procédure civile, c'est plus une procédure pénale. J'ai perdu, je sais pas pourquoi, et après je me suis dit au bout de 15 ans, j'ai bien réfléchi, j'ai dit je suis fatigué de parler de ça, j'ai vraiment coupé là c'est récent d'ailleurs, c'est très récent.
j'ai préféré arrêter. Ok, d'accord. Alors, bonsoir. J'aimerais savoir comment il fait pour se retrouver au Cameroun. C'est Roger de Malabo, en Guinée équatoriale. Donc, je suis au Cameroun pour voir ma chérie, tout simplement, pour une nouvelle vie. Voilà. Et justement, quand il pose la question. Ok, votre chérie, vous l'avez rencontrée où? Et voilà, je suis sûr que c'est ça la question. D'accord, c'est ça, oui. Oui. par Internet. Ok, d'accord. Tout simplement. Ok, d'accord. Le remède de la femme, c'est la femme. C'est un téléspectateur qui envoie le message. Le remède de la femme, c'est la femme. Tu prends une nouvelle et tu relances ta vie. Voilà. Giro n'a pas attendu le conseil là, mais il en a décidé ainsi. Tout à fait. Justement. Alors, la vie est toute trouvée. Ok, d'accord. Alors, nous allons marquer un autre temps d'arrêt. Puisque vous êtes au Cameroun, vous êtes déjà passé par, comment on appelle cet endroit? Par Akwa. Akwa, c'est un grand centre, c'est un grand quartier. Tout à fait. Alors, vous êtes déjà passé du côté, vous connaissez l'hôpital Lakentini? Pas du tout. Alors, je vais vous faire découvrir en quelques secondes seulement l'hôpital Lakentini qui se trouve ici même à Douala. Et c'est l'Arche de mémoire, tout de suite. D'accord. Dès sa construction en 1931, l'hôpital indigène de Douala a été au régime indigénat de l'administration française. Il est réservé alors aux Noirs, auxquels l'accès à l'hôpital général de Douala est formellement interdit. Dans les années 50, cet hôpital prend le nom de Lakentini en hommage au docteur Jean-Auguste Lakentini, médecin militaire français ayant séjourné à 2 reprises au Cameroun. Brève histoire de l'hôpital Lakentini. Lakentini qui vient bien sûr du nom du docteur Lakentini qui était de passage au Cameroun pendant la colonisation et après avoir construit, le nom est resté. On a attribué le nom de l'hôpital au docteur Jean Lakentini comme nous l'avons suivi là dans ce commentaire. Alors, nous avons un téléspectateur qui pose la question. Il dit, quelle est la tribu de votre femme? Le message vient depuis Yaoundé. Et avant que je ne vous passe cette parole, j'aimerais préciser à nos téléspectateurs, nous ne parlons pas de l'histoire de la rencontre avec sa femme ou alors de qui elle est, mais nous parlons des 10 années perdu de ces 19 coups de couteau. Concentrons-nous sur ces 19 coups de couteau. Un autre téléspectateur a dit tout à l'heure, le remède de la femme, c'est la femme. D'accord, il a trouvé le remède, mais ce n'est pas du remède qu'on parle, mais juste de la situation. Alors, pour quelle est la tribu de votre femme? C'est une femme. Elle est camerounaise, on en reste là. Alors, nous allons continuer avec un autre téléspectateurs qui posent bien sûr sa question. Ils sont nombreux, comme je l'ai dit, nombreux d'ailleurs à vous encourager. Et ça ne fait que fuser là. Allez de l'avant, ne regardez plus en arrière. Le plus important, c'est pas de chuter, mais de se relever et d'aller en avant. C'est un téléspectateur qui envoie également ce message-là. Alors, il y a un autre qui dit... Bon, lui, il pose la question. Eh bien, c'est la même que j'ai posée avec le recul. Aujourd'hui, comment vivez-vous, comment revoyez-vous cette situation? Voilà. C'est un téléspectateur qui pose cette question. C'est-à-dire, vous avez vécu cette situation, mais avec du recul. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour vous, c'est du passé. C'est du passé. Il faut aller maintenant vers l'avant. C'est juste un témoignage. Alors, Giro, est-ce qu'à un moment donné de cette histoire, est-ce qu'à un moment donné de votre vie, vous n'avez pas senti peut-être un regret quelque part? Un regret concernant ma relation avec... Oui. Oui, c'est un énorme gâchis, tout à fait, oui, c'est un gâchis, c'est sûr, oui. Ouais. Il y a quelque chose que j'ai mal fait, je sais pas, ou trop naïf, je sais pas, je peux pas trop dire, mais oui. Je pense que je suis coupable aussi, de toute façon.
Même si j'étais innocenté, je suis coupable de ne pas avoir vu les choses. J'aurais pu peut-être l'éviter, je sais pas. Ouais, c'est arrivé, mais... C'est arrivé. Pourquoi c'est autant de haine, je sais pas. Ça restera un mystère. Voilà, justement, et un téléspectateur lui demande que vient faire le petit ami de votre ex dans cette histoire. Ah ben voilà, c'est ça la question que j'aurais aimé souhaiter aussi, c'est que je pense qu'il était peut-être jaloux, je sais pas. Pourquoi est-ce qu'il a pété un plomb comme ça, je sais pas, parce qu'au procès il a rien dit. Il s'est excusé à demi-mot, mais il n'a pas voulu, parce qu'il y avait son père, et puis c'est quelqu'un de bonne famille, donc il n'a pas voulu vraiment s'enfoncer, quoi. Il a fait profil bas. Mais j'aurais souhaité qu'il dise vraiment les choses, ce que lui il a ressenti, quoi. Pourquoi il a agi comme ça, je sais pas. Par jalousie, je sais pas si mon ex était encore amoureuse de moi, je sais pas. Sincèrement, c'est une question que moi-même je me pose. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à l'époque, moi j'étais séparé officiellement avec elle depuis 4 ans et que tout ce que je souhaitais, c'était récupérer mon enfant et partir. Quoi. Parce que là, ça se comprend pas pourquoi il était dedans. Parce que votre but, c'était de justement l'enfant. Tout à fait. J'avais un papier de la justice m'autorisant à prendre ma fille tous les 15 jours. Comme ici, je suppose, c'est tous les 15 jours. Et je lui ai montré le papier. Je lui ai fait, écoute, voilà, on va pas se battre. Tu me laisses prendre ma fille. J'ai des choses à faire avec elle ce week-end. Terminé, quoi. Et puis lui s'est énervé. Voilà, il a commencé à rentrer, prendre un couteau, parce qu'il s'est passé à côté d'un local à la poubelle, ils habitaient juste à côté, c'était au rez-de-jardin, quoi. Il est rentré, et moi quand je l'ai vu, je pensais pas qu'il serait capable d'une telle chose. Sincèrement, je pensais pas. Et c'était au moment, vous alliez prendre la fille, ou vous alliez faire quoi? Alors en fait, déjà mon ex voulait pas me la donner, je comprenais qu'elle voulait pas me donner ma fille, parce qu'elle a prétexté qu'elle avait pas reçu sa pension alimentaire, enfin voilà, de la mauvaise foi, quoi. C'était vraiment de la mauvaise foi. Plus lui est arrivé derrière, et puis il a commencé à s'énerver, les deux, et puis voilà, moi j'ai vu que c'était une sorte de guet-apens pour moi. Et voilà, après c'est parti, ça a dégénéré. Ok, d'accord. Tout simplement. Okay. Alors bonsoir, s'il vous plaît, j'aimerais savoir le problème en question. Je viens de me connecter. Justement, si chacun se connectait à ce moment donné, on serait obligé de dire les mêmes choses à tout moment. Comprenez juste que Giro a reçu 19 coups de couteau et il a été accusé comme victime et finalement la justice lui a redonné raison 14 ans, c'est ça? Non, c'est 10 ans. 10 ans après. Aujourd'hui, nous en sommes à la 14e ou 15e année, voilà, quelque chose comme après ça. Après les faits, c'est 15 ans. Ok, d'accord. 14 ans après les faits. 14 ans après les faits. Prenons notre message d'un téléspectateur. Alors, quel conseil pour lui? Quel conseil donnerez-vous à la jeunesse camerounaise suite à cela? C'est Sanda Zélan qui envoie le message. À la jeunesse camerounaise? Oui. Concernant la justice ou... Concernant la justice, concernant les relations, peu importe. Alors, évitez la justice. Surtout. réglez les problèmes entre vous, mais surtout ne faites pas affaire avec la justice, quoi. Même en tant que victime, c'est affreux. C'est affreux. C'est voilà, moins vous les voyez, mieux vous portez, quoi. Ouais. Moi, concernant l'expérience que j'ai eue, ça a été très très dur. Autant à l'hôpital, j'ai été secouru rapidement. On m'a expliqué ce que j'avais comme problème. Il y a vraiment eu un dialogue. Autant avec la justice, il n'y a pas eu de dialogue du tout. C'est vous asseyez là, vous restez là, vous bougez pas et stop. Et vous n'avez pas le droit de parler. Hein. C'est eux qui parlent, c'est eux qui décident. Ouais. Donc non, faut pas faire la justice, quoi. Voilà. Il y a un téléspectateur qui dit depuis Yaoundé beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Et merci à tous ceux qui nous font des appels. Mais c'est juste des SMS que nous prenons. Alors, nous allons marquer un temps d'arrêt, Giro, dans cette édition, parce que c'est ça l'ADN de l'histoire. Nous découvrons autre chose dans cette édition. Et justement, nous allons parler d'un autre historien. Mais là, nous parlons juste de sa citation. Il dit... Chacun dans cette vie doit bâtir des pyramides. Et je pose la question, quelle est la pyramide que Giro est en train de bâtir pour le moment? Ne répondez pas, prenons d'abord Joseph Kizerbo et on se retrouve. Chaque génération a des pyramides à bâtir. Telle est la dernière recommandation faite par Joseph Kizerbo aux Africains et principalement aux jeunes de notre continent dans son livre Testament, Repères pour l'Afrique. Construire des pyramides, c'est inscrire ses actes sur le rouleau de l'éternité et pour le bien-être des générations présentes et à venir. La vie offre à chaque homme ou femme la possibilité de construire des ponts pour non seulement relier des peuples,
mais aussi relier les générations. Le professeur Joseph Kizerbo, l'un des premiers grands historiens d'Afrique, a toute sa vie durant construit des pyramides qui défient le temps. Ses œuvres écrites, son engagement politique et militant pour la liberté et la justice constituent un héritage inestimable. Et vous, quelle pyramide construirez-vous? Quel héritage léguerez-vous aux générations futures? Alors, je l'ai dit en début de cette édition, nous aurions dû faire ce soir Secret de vie, mais à cause des soucis indépendants de notre volonté, nous sommes là à ADN de l'histoire. Et bien sûr, nous parlons de cette histoire de Giro. Poignardé à 19 coups de couteau, il a été soigné, pris en charge à l'hôpital, bien traité, et aujourd'hui, il est bien sur pied. Alors, avant qu'on ne prenne Joseph Kizerbo, je demandais tout ce temps passé. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie. Et comment vous comptez la mener? C'est pourquoi j'ai dit quelle pyramide vous baptisez aujourd'hui? Alors, ce sera la pyramide du bonheur, tout simplement. Parce que pendant ces 10 ans, il fallait bien comprendre que je ne pouvais pas quitter le sol français, vu que j'étais mis en examen. Oui. Donc, j'avais pas le droit de voir ma fille, pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela. Il fallait que je pointe tous les mois au commissariat. Enfin, c'est pas au commissariat, c'est au tribunal. Oui. Donc, pendant 10 ans, j'ai pas eu de vie. Donc ça, il faut quand même bien comprendre que quand vous ne vivez pas pendant 10 ans, il est important maintenant, aujourd'hui, que je puisse justement voyager et puis fréquenter, aimer, quoi. C'est des choses que je n'ai pas pu faire pendant ces 10 années. 10 années, ok, d'accord. Alors, Kamdem Franklin, lui, il écrit depuis Yaoundé. Il dit, comment s'est passé vos 10 ans de solitude? Alors au début, c'était très dur, comme je vous l'ai expliqué. Puis après, j'ai commencé à me battre avec plusieurs personnes qui ont vécu des injustices. On s'est rencontrés au tribunal parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup traîné dans les tribunaux pour comprendre justement comment fonctionnait la justice. Donc c'était limite, j'allais harceler les juges pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient, etc. Et la seule chose que j'ai comprise, c'est que j'ai rien compris. Il n'y a pas de choses à comprendre, c'est incohérent et c'est disparate en fait. Mais ça m'a beaucoup servi quand même parce que quand j'ai été jugé en 2013, là, le juge qui était en place, là, je le connaissais. Donc je savais comment il était déjà. Donc je savais comment il fallait répondre, et ça c'était très important par rapport à mes agresseurs qui n'étaient pas à l'aise. Qui n'étaient pas à l'aise. Moi déjà j'étais bien parce que je connaissais le fonctionnement du tribunal. J'ai beaucoup fréquenté les tribunaux et j'ai beaucoup suivi les affaires de justice en France. On a fait des associations avec ceux qui ont connu des erreurs de justice, l'affaire Outreau, éventuellement si c'est connu un peu, on a entendu parler. Et on s'est regroupés tous ensemble et on a parlé un peu ensemble de nos expériences communes. Voilà. Moi, le problème que j'ai eu, c'est un juge d'instruction qui partait à la retraite et qui ne voulait pas m'écouter tout simplement. Je l'embêtais avec mes histoires. Elle a décidé que c'était moi le coupable et si elle me signait là, elle posait 3-4 questions et puis voilà quoi, ça ne l'intéressait pas que je sois innocent. Parce que mon avocat me disait, mais pourquoi elle pose pas de questions, pourquoi? J'ai dit, je sais pas, hein, c'est elle qui... Et on s'est battu, mais ça a été très très long parce que ça l'intéressait pas, tout simplement. Et ces associations, je ne sais pas si vous méditez ou plus, ça porte aujourd'hui, c'est-à-dire pour la défense, pour vous allier dans les tribunaux? Alors maintenant elle est dissoute parce que c'était les acquittés d'Outreau. Moi à l'époque j'étais pas adhérent parce que j'étais mis en examen, donc je pouvais pas m'investir. Mais j'étais avec eux, je les accompagnais partout. On a défendu beaucoup de personnes qui étaient accusées à tort. On donnait un peu d'argent, on essayait d'aider quoi. Ok, d'accord. Et depuis que je suis innocenté, c'est vrai que je suis beaucoup moins présent. J'ai un peu tiré un trait dessus quoi, parce que je veux parce faire que vous voulez passer à autre chose ça, justement. Tout à fait. Passer à autre chose. Et voilà. Mais ça, c'était les 10 ans où j'étais mis en examen, où je me battais à droite à gauche. Donc pendant 10 ans, vous étiez en examen et tout vous était interdit. C'est-à-dire vous ne pouviez pas sortir, vous ne pouviez pas. Je ne pouvais pas voir ma fille, je ne pouvais pas quitter la France. Il fallait que je pointe tous les mois au tribunal et je ne pouvais pas rencontrer mon ex. On n'avait pas le droit de se parler. Et j'étais limité, j'étais très limité. Quoi. Et aujourd'hui, vous avez le droit de la rencontrer? Aujourd'hui... Oui, ça y est, oui. Moi je suis la victime, j'ai été considéré comme la victime, je suis la victime. Mais on se parle pas, c'est sûr que vu l'acte qu'elle a commis, le dialogue est difficile. Malgré que ce soit la mère de ma fille, que lui dire. Ok, d'accord. Alors, Alain, il envoie un message, je vais vous le lire, il dit, il était seul au
il était seul au coup de ses poignards. Il vous avait attaché ou comment? Finalement, comment avez-vous fini devant la loi? Bon, Alain vous pose la question de savoir si vous ne vous êtes pas défendu. Alors, pour répondre à cette question, c'est que malheureusement, le premier coup qu'il m'a donné, il l'a donné juste avant de rentrer chez lui, parce que ça s'est passé en bas de chez eux. C'est à l'étage, il m'a frappé par derrière. C'est que derrière, on voit que j'ai un début de calvitie là. C'est un coup de lampe torche qu'il m'a donné. Donc le coup de lampe torche m'a complètement assommé. Tout a commencé avec une lampe torche. Ouais, il m'a donné 2 coups de lampe torche. Donc ça m'a propulsé dans l'escalier. Et moi j'ai voulu passer par un local à poubelle, parce que souvent le local à poubelle il est ouvert. Et ce fameux local à poubelle, en face, il y avait le commissariat. Donc moi, je voulais aller au commissariat et constater mes blessures. Et donc, ce coup de lampe torche m'a complètement sonné déjà. J'étais complètement sonné, je perdais déjà beaucoup de sang au niveau du crâne, là. Et donc, j'étais un peu étourdi. Et il a profité du fait que j'étais déjà complètement étourdi pour après rentrer chez lui, parce qu'ils habitent à côté du local à poubelle. Ils habitent au rez-de-jardin. Ouais. Donc, il est rentré dans sa cuisine, il a pris le couteau et il a commencé à s'énerver en disant que je l'embêtais avec mes histoires, patati patata, qu'il ne fallait pas que je vienne ici. Enfin, voilà. Et après, il est passé à l'acte. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait tellement de sang, c'est que c'était du carrelage et je perdais l'équilibre. Je glissais sur le carrelage tellement il y avait du sang, quoi. C'était une atrocité terrible, quoi. Et j'ai réussi, avec l'instinct de survie qu'on dit, à monter un étage, parce que ça s'est passé au rez-de-jardin. J'ai réussi à remonter au rez-de-chaussée et après, j'ai été m'écrouler un peu plus loin où la dame est venue me secourir après, quoi. Et après, je me suis réveillé une semaine plus tard. Miracle, je suis là. Ok, d'accord. Alors, l'ADN de l'histoire, c'est aussi la musique. Vous aimez la musique? Tout à fait, oui, beaucoup. Alors, je vous propose de suivre Myriam Makeba. Vous connaissez? Pas trop. On l'appelle la Mama Africa. Du moins, on l'appelait, son âme n'est plus là aujourd'hui. On l'appelait Mama Africa. Et comme vous, elle a mené un combat. Mais elle, c'était pas un combat de poignard. Elle a mené un combat juste pour que l'Afrique du Sud sorte de l'apartheid, c'est-à-dire de cette guerre de ce côté. Elle était en exil et elle est revenue justement pour l'amour de son pays et on l'a surnommée Mama Africa. Je nous propose donc de suivre Myriam Akiba. Du moins, je vous propose de suivre Myriam Akiba qui chante bien Sing Me a Song tout de suite. Remains to be my key, and I won't retreat.
C'était donc la Mama Africa, Myriam Makeba, dans Sing Me Yeson. Et ça fait exactement 14-15 ans après les faits. Giro a repris une nouvelle vie et il a choisi de raconter, du moins de parler de cette histoire aujourd'hui dans l'ADN de l'histoire. Question aussi pour que cette histoire inspire d'autres, c'est-à-dire dans les relations. Savoir faire la part des choses. Et lui, il a su faire la part des choses. Aujourd'hui, il a tourné la page et il va en avant. Le retour en France, c'est pour quand? C'est pour vendredi prochain. Vendredi prochain. Et comment vous avez trouvé ce jour au Cameroun? Très agréable. Ça change énormément de la France et c'est tout à fait ce que je cherchais. C'est des paysans, c'est bien. J'aime la simplicité africaine en fait. J'aime beaucoup ça. Vous avez ça chez vous, cette simplicité de faire vous asseoir où vous voulez, boire un coup comme ça. Ah ben pour ça. J'aime beaucoup. Ok. Pour ça, il faut être au Cameroun. Et surtout au Cameroun, qu'on peut vivre facilement cela. Alors, il y a une phrase que vous aviez dite il y a dans ce journal, à la fin, justement, c'est de là qu'est allé du titre de cette édition de l'ADN de l'histoire ce soir. De toute façon, j'ai perdu 10 ans de ma vie. Et le journaliste disait bien, parce que c'est un sentiment que vous n'avez pas été, vous avez ressenti, vous avez été rongé du fait de n'avoir pas été écouté par les enquêteurs et la justice. Tout à fait. C'est pourquoi vous avez ce ressentiment aujourd'hui. C'est comme je vous expliquais, c'est qu'il n'y a pas eu d'écoute. Moi, je leur ai expliqué dès le début, j'étais innocent et j'ai répété sans arrêt au cours des années, je suis innocent, Il n'y a pas d'écoute. Les gens ne vous écoutent pas. C'est ça qui fait le plus mal, c'est ça qui vous ronge. Parce que les années, vous les voyez passer. Ouais. Vous voyez votre fille grandir, parce que moi, en fait, ma fille, j'avais pas le droit de la voir, mais des fois, par inadvertance, je la croisais quelques secondes et je voyais qu'elle avait grandi. Je me cachais comme ça pour la voir. C'est-à-dire que moi, la victime, j'étais obligé de me cacher pour voir ma fille. C'était une histoire de fou, quoi. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, donc, puisque nous allons sortir de l'ADN de l'histoire, alors aujourd'hui, après tout ce temps passé, vous êtes au Cameroun, vous allez repartir en France, justement, vous meubler votre vie. Quel est votre cri de cœur? Mon cri de cœur aujourd'hui, c'est entendez-vous, surtout quand il y a séparation, entendez-vous, battez-vous pas, trouvez un accord. C'est surtout ça qui... Parlez-vous. On peut ne plus s'aimer, mais surtout, il faut penser à l'enfant, quoi. Ouais. C'est surtout ça, quoi. Parce que dans cette histoire, il y a deux victimes, il y a moi et ma fille aussi. Ma fille est victime aussi, parce qu'elle a perdu un papa. Elle a perdu son père. Bon. Elle y était pour rien. Elle y était pour rien. Du moins, elle l'a pas encore perdu. Elle peut encore, tout peut encore se faire. J'espère, oui. Ok, d'accord. Alors, Giro, merci. Merci à vous. D'avoir choisi, du moins accepté de passer sur ce plateau, parler de cette histoire au monde entier, il faut le dire ici. Merci à vous. Surtout bon retour en France. Merci. Et revenez au Cameroun quand vous voulez. Je ne manquerai pas. Ok, d'accord. C'était l'ADN de l'histoire. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Probablement dimanche, j'allais dire samedi prochain, à 20h30, nous serons là pour une autre édition. Peut-être bien pour une édition de Secret de vie ou une autre édition de l'ADN de l'histoire. En tout cas, rendez-vous samedi à 20h30. Bonsoir. À l'exposé des mers, de ces moments et à jamais notre État libre et indépendant. Il n'y a pas de dignité dans l'hyperlie. C'est par la lutte qu'il a été conquis. La patrie ou la mort. En Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains. Au tableau, tata, va gagner. On dit pas